Je vais essayer de vous raconter une histoire à travers cette présentation qui va parler un peu d'ostéopathie, qui va parler un peu de médecine narrative. C'est une histoire qu'on aurait pu nous raconter pendant qu'on faisait nos études d'ostéopathie et qui a pu se construire aussi au fur et à mesure. Alors peut-être pas pour les étudiants pour l'instant, mais en tout cas peut-être pour ceux qui sont en quatrième, cinquième année, et pour les praticiens qui s'est construite pour moi au fur et à mesure des patients que j'ai pu prendre en charge. Au départ, on parlait de médecine ostéopathique. La médecine s'est développée avec Hippocrate dans la Grèce antique. Ça existe depuis la préhistoire, hein, la pratique médicale en gros. Mais voilà, Hippocrate a développé plein de choses et est considéré un peu comme le père de la médecine. Il a aussi développé derrière le serment d'Hippocrate qui parle beaucoup d'éthique. Et il plaçait déjà à l'époque le patient au centre des attentions du médecin. C'était la top priorité du médecin, c'était le patient. Après, ça a été développé du coup avec Galien qui est devenu et qui a parlé beaucoup d'anatomie. On a développé beaucoup les dissections ensuite par la suite. Je vais pas vous refaire une histoire de la médecine, mais c'est très rapide. On a développé les hôpitaux au Moyen Âge qui ont permis d'accueillir les patients pour pouvoir s'occuper d'eux. Et puis il y a eu le développement d'une médecine un peu plus scientifique avec des nouveaux outils, des nouveaux procédés, des techniques d'analyse et donc de soins, notamment la vaccination de Pasteur pour arriver, on va dire, dans les années 70-80, puis 90 encore plus, par le développement de techniques d'imagerie qui ont peut-être un peu placé le thérapeute dans un rôle de plus de technicien que d'humaniste. S'éloignant un tout petit peu de la conception au départ qu'on se faisait de la médecine, qui plaçait le patient encore une fois au centre de la consultation. Donc dans cette histoire, il y a plusieurs protagonistes. Il y a aussi l'evidence-based medicine, donc du coup qui est un processus on va dire de standardisation de la recherche clinique. L'evidence-based medicine, ce serait d'utiliser le meilleur niveau de preuve, enfin c'est d'utiliser le meilleur niveau de preuve euh, disponible pour pouvoir prendre en charge les patients au mieux. Cette evidence-based medicine, elle s'est développée au fur et à mesure du temps. Elle a donné lieu à des recommandations qui permettent de donner des guides de bonne pratique, des outils de prise de décision pour praticiens. On verra par la suite qu'elle a peut-être été un petit peu biaisée justement par l'utilisation de toutes ces données scientifiques. Encore une fois, en s'éloignant un tout petit peu de la considération du malade, du patient que vous avez en face de vous pendant une consultation. Trisha Greenhalgh, qui est une scientifique, s'est penchée un peu là-dessus en disant que ce qui aurait pu définir le mieux, ce qui pourrait définir aujourd'hui le mieux l'evidence-based medicine, ce serait d'avoir une prise de décision partagée avec le patient, en tenant compte de ce qui est important pour lui, en tenant compte de son expérience par rapport à la maladie ou aux symptômes. Donc il faut partager en fait avec le patient en construisant une solide relation qui sera basée sur l'aspect humain. Et on revient un peu sur cette définition dans les années 70 de Sackett, qui plaçait tout en haut, ou en tout cas au centre, le patient en tant qu'individu, et non pas en tant que groupe de patients, comme on peut le voir toujours parfois dans les études. Ceci permettant d'avoir une approche la plus holistique possible, c'est-à-dire en prenant en compte toutes les modalités du symptôme et ou de la plainte d'un patient qui vient vous voir en consultation. Peut-être un protagoniste important aussi, c'est le modèle biopsychosocial, du coup qui a été développé dans les années 80. Ce modèle-là, il permet un petit peu, grâce à Engel, d'en finir avec cette notion de patient un peu objet. On change un peu en gros de paradigme. On inclut l'expérience du patient, on développe la relation entre le patient et le praticien, en acceptant et surtout en considérant que les facteurs psychosociaux vont être des déterminants importants dans la prédisposition à une douleur, à un symptôme, à une maladie. Et du coup, on se sert évidemment des données biomédicales les plus à jour
pour pouvoir inclure l'expérience subjective du patient et de lier les deux. Le but, on va dire, ce serait en tout cas, l'interprétation moi que j'en ai, ce serait d'avoir un modèle de causalité qui serait un peu plus compréhensif et naturel, plutôt qu'un modèle de causalité un peu linéaire qui était réductionniste. Donc, on va essayer d'avoir cette tridimension biopsychosociale qui va nous permettre d'avoir une amélioration de la relation médecin-malade ou thérapeute-malade en donnant à un patient un rôle un peu plus important dans son processus thérapeutique, en le mettant en tant que protagoniste, en fait, comme dans une histoire, de son traitement et de l'acte de soin, que vous soyez médecin, ostéopathe, kiné ou autre. Et donc, du coup, Engel avait développé aussi ce modèle parce qu'il trouvait qu'il y avait une certaine déshumanisation du soin, puisque le patient était plus au centre. Rita Charon, dans les années 90, donc une femme qui a travaillé aux États-Unis à l'université de New York, de Columbia à New York, avait fait le constat un peu de la même manière en reprenant des travaux qui avaient déjà été faits sur la médecine narrative, ou en tout cas qui parlaient de narration. En définissant cette médecine narrative, elle avait fait le constat que, en dehors des qualités de diagnostic différentiel ou de red flag que pouvait avoir un thérapeute, il pouvait y avoir des manques en termes d'empathie et d'écoute. Et que les patients, de leur côté, pouvaient trouver que parfois les thérapeutes semblaient indifférents à leur souffrance. Je dis souffrance parce que on va pouvoir parfois un peu dissocier la souffrance et la douleur, qui sont pas du tout des choses, qui sont pas du tout des choses qui se développent de la même manière chez les gens, puisque on pourrait dire que la souffrance serait dans l'absolu psychologique, même si j'aime pas ce mot, que c'est un peu réducteur, et que la douleur serait un peu plus neurophysiologique. Donc du coup, son constat à elle, c'est de voir qu'il y avait ce manque entre peut-être un thérapeute moins à l'écoute et un patient qui trouve que justement son thérapeute est un peu indifférent. Son interprétation des phénomènes de narration au travers d'une consultation, c'est donc de définir la médecine narrative par des compétences narratives qui permettent d'interpréter, de reconnaître, d'assimiler et d'être guidé par l'histoire de la maladie. Le patient raconte toujours son histoire avec des mots, avec des gestes, avec des silences, même parfois, des silences qui en disent long. Je reprends les notions de soupir dont Axel Vicard nous avait parlé dans l'intérieur de matinée de conférence. Peut-être que parfois des soupirs ou des silences nous apportent plus d'informations. Et du coup, ça permet aux praticiens qui développeraient ces compétences donc de médecine narrative d'imaginer un peu mieux la situation du patient en des termes biologiques, familiaux, sociaux. On revient du coup un peu sur ce modèle biopsychosocial dont on parlait tout à l'heure, qui est pas toujours simple à appliquer. Et donc là, le but aussi de la présentation, c'est peut-être de vous donner des clés pour appliquer un peu ce modèle psychosocial, puisque parfois on dit modèle psychosocial, il y a beaucoup de gens qui en parlent et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais on a envie de se dire, ok, et du coup, qu'est-ce que j'en fais? Le patient se questionne et on va essayer à travers ces compétences du coup de narration de répondre aux questions du patient qui pourraient être qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, est-ce que je vais avoir moins mal, est-ce que je vais avoir mal toute ma vie, quelles conséquences vont apparaître, etc. Et on devrait pouvoir répondre en tant que soignant en étant investi justement dans la narration du patient qui va apporter tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de comprendre. On se retrouve donc du coup avec une médecine narrative peut-être un peu biaisée à un moment donné, comme on a pu le voir, par tout un tas de données, avec en plus le développement d'imagerie, je crois que Laurent aussi parlera peut-être un peu de ça, qui ont pu altérer parfois la compréhension de la douleur, par rapport à ce qu'on peut voir sur une image d'IRM, de scanner, etc., qui ont été développés, et une médecine qui serait un peu plus humaniste avec un soignant qui ferait face à un humain, pardon, qui ferait face à un autre humain avec son histoire. Et du coup, la médecine narrative pourrait permettre de connecter le thérapeute et le patient, pourrait permettre de connecter l'évidence-based médecine très pragmatique avec des données scientifiques médicales dont on parlait tout à l'heure et l'histoire de la maladie.
et finalement combiner cette science un peu technique, un peu clinique, avec une science un peu plus humaine. Ce serait aussi l'intérêt d'étudier la médecine narrative et finalement, des auteurs ont parlé de narrative evidence-based medicine, donc en rajoutant ce N avant le BM, pour expliquer du coup que c'est deux choses qui peuvent être combinées pour avoir le plus d'informations possible. On retrouve classiquement dans cette diapo les questions que vous vous posez quand vous êtes face à un patient, c'est-à-dire pourquoi, quand, comment. Peut-être que si c'est des questions que se pose aussi le patient, ça permettra d'aider à la compréhension. Dans le récit du patient, il y a toujours différents éléments qui vont constituer l'histoire, comme dans une histoire où vous avez des protagonistes qui vont intervenir et qui vont changer éventuellement le cours de l'histoire. L'idée là, c'est que c'est des questions très classiques que vous allez poser lors du temps d'écoute que vous allez avoir pendant votre consultation. C'est de laisser le patient raconter. Et peut-être qu'au travers de son récit, il va être un petit peu plus acteur, surtout si on considère que chaque récit est individuel, puisque c'est celui du patient et que deux patients qui vont venir avec la même douleur vont évidemment pas avoir la même histoire à raconter. Et donc du coup, vous n'avez pas les mêmes éléments à prendre en compte dans votre consultation pour gérer le patient. Tout en étant, encore une fois, impliqué et en relation avec un monde d'évidence-based medicine, on va dire, c'est-à-dire toutes les données que vous pouvez avoir pour prendre en charge le patient. Cette médecine narrative, du coup, elle va nous aider sur 3 niveaux, notamment dans le diagnostic, puisque ce processus d'écoute va permettre la compréhension et la construction du sens. On reviendra après sur cette notion de donner du sens. Laurent va en parler aussi, je crois, dans sa présentation. Elle va nous apporter des informations utiles et des éléments qui vont nous permettre de diagnostiquer. Dans le processus thérapeutique, du fait d'avoir plus d'éléments qui constituent encore une fois des éléments biopsychosociaux en s'appuyant sur ce modèle-là maintenant, ça va permettre d'avoir cette approche holistique qui peut-être à un moment donné a été réduite simplement à un modèle mécanique un peu linéaire en disant on est holistique parce que on prend en charge le patient des orteils jusqu'à la racine des cheveux, simplement dans le corps en fait, alors que le patient, encore une fois, c'est quelqu'un qui a une histoire avec des sensations, avec des peurs, avec des croyances, avec des expériences. Et du coup, ça va permettre d'avoir une approche holistique qui peut être un petit peu plus réelle, d'écouter les patients. Évidemment, si vous écoutez l'histoire des gens, vous allez pouvoir adapter et leur donner des options thérapeutiques adaptées. Dans l'éducation thérapeutique, ça nous aidera aussi, puisque cette narration du patient ou éventuellement cette renarration, on verra après par le médecin, de ce qui s'est passé chez le patient et de la survenue du symptôme ou de la maladie, elle est souvent marquante, elle est souvent ancrée, c'est-à-dire que les patients vont s'en souvenir, ils vont vous donner une date, ils vont vous donner un moment, ils vont se rappeler exactement qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Et donc, du coup, ça va permettre de développer cette capacité d'éducation thérapeutique que vous aurez avec vos patients. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le principe, c'est d'essayer de coller une suite d'événements par le moyen d'un langage. Ça, c'est la définition de la narration. Le patient va aller chercher des éléments de son histoire pour essayer d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Et le but aussi de cette narration, ce sera d'envisager le futur pour donner des options thérapeutiques. Et ça permet à celui qui écoute, donc le médecin, l'ostéopathe, le kiné, le soignant, le thérapeute, d'augmenter son phénomène de compréhension de l'autre. On dit souvent qu'on touche les gens en ostéopathie puisqu'on fait évidemment de la thérapie manuelle. Donc il faut toucher les patients. Il y a d'autres courants qui sont un peu plus hands-off et qui touchent un peu moins les gens, mais on pourrait déjà s'imaginer qu'on touche aussi avec nos mots. Le patient peut nous toucher avec ses mots en développant notre empathie, et nous avec des mots qu'on pourrait, entre guillemets, narrer dans les éléments qu'on aurait écoutés chez le patient. On aura un ressenti du malade, on pourra contextualiser le symptôme, la douleur, la maladie, et encore une fois, de faire participer, ça c'est une Italienne qui avait fait une étude
du coup en Italie sur ce que faisaient les thérapeutes italiens et qui décrivent cet apport qu'a la médecine narrative pour encore une fois développer et la relation patient-praticien, pardon, et l'autonomie du patient, puisque dans l'absolu, le patient doit être acteur de sa santé à lui, puisque c'est la sienne, et que nous, on est là, on se pose en tant qu'écoutant qui va faciliter cette mise en action du patient. Donc cette participation du patient est primordiale. Il y avait des études qui étaient sorties aux États-Unis il y a quelques années qui disaient que on coupait la parole au patient très rapidement dans une consultation, on ne le laissait pas s'exprimer, il n'avait pas le temps de parler, pas le temps de raconter justement son histoire. Alors, d'où aussi l'esprit critique. Cette étude a été faite sur une catégorie particulière de médecins dans un pays particulier, avec un milieu particulier, sociodémographique, etc. Donc, on s'est rendu compte que les données n'étaient pas forcément toutes utilisables. Ce qui ressort par contre, c'est que d'autres études ont montré que 2 minutes pouvaient suffire à un patient pour exprimer tout ce qu'il avait envie d'exprimer. 2 minutes, c'est pas très long pour écouter quelqu'un, que ce soit sans interruption dès le départ de la consultation quand il rentre dans votre pièce de consultation, et ou au travers de son récit, grâce à vos questions, que vous allez poser à l'anamnèse. Cette écoute va encore une fois développer la participation maximale du patient de son côté, et développer l'empathie du praticien qui aura du coup un peu plus d'éléments pour se mettre à la place de son patient, afin d'envisager encore une fois une prise en charge éclairée par les données biomédicales et scientifiques actuelles et adaptée à l'individu qui est en face de nous, puisqu'encore une fois, chaque histoire est unique puisque c'est l'histoire du patient. On peut s'entraîner à cette médecine narrative, à ces phénomènes et ces compétences de narration qu'avait défini Rita Charon dès les années 70-80. On peut pratiquer l'écriture réflexive aussi, simplement parfois en discutant de cas cliniques, dans les sessions d'intervision entre thérapeutes, pour les étudiants en consultation avec vos superviseurs, avec vos copains de 4e et de 5e année qui font des consultations complètes. Parce que du coup, ça permettra de développer aussi une interdisciplinarité s'il y en a besoin. Et des études ont montré que si aussi dans nos études à nous et dans l'enseignement d'ostéopathie, pour ce qui nous concerne, on développait un peu ces compétences narratives chez les étudiants, ça leur donnerait un peu plus de clés pour pouvoir gérer les patients et les prendre en charge. Donc si on devait un peu conclure sur cette médecine narrative et sur cette notion de médecine narrative, qui est un des protagonistes du coup de cette histoire, c'est que tout commence par une histoire, celle du patient, celle de la relation avec le malade, que les histoires comptent. Ça a beaucoup d'influence sur la relation patient-praticien, excusez-moi. Et que finalement, la prise de décision que vous allez avoir avec le patient, le traiter, pas le traiter, l'orienter, lui donner des conseils, le faire bouger, lui demander de pas bouger, lui demander d'aller faire un examen, etc., etc., une réorientation et le développement d'une interdisciplinarité avec d'autres thérapies. Du coup, elle va être aussi modifiée parce que les attentes du patient seront bien définies par la narration de son histoire. Et du coup, à travers son histoire et à travers ce qu'il va vous raconter, peut-être que vous allez avoir un peu plus d'informations sur ses attentes et donc du coup pouvoir définir la prise de décision la plus optimale pour gérer au mieux sa plainte, son motif de consultation, sa douleur, ce pourquoi il est venu taper à votre porte en premier lieu. Si on devait un peu appliquer à ce qu'on fait et qu'on revient sur ce que dit Gary Fryer dans son article qu'il avait publié du coup en 2016 sur la dysfonction somatique, où il nous dit que la dysfonction somatique ne permet pas d'intégrer ces phénomènes psychosociaux, qu'il faut peut-être voir la dysfonction somatique, ça c'est aussi un peu mon interprétation, mais voilà, je vous en fais aussi part, c'est ma réflexion. Elle doit être un élément, un marqueur de l'histoire de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé en gros dans le corps du patient, peut-être un peu plus que comme une cause des douleurs du patient, c'est-à-dire qu'il y a des processus neurophysiologiques sous-jacents qui vont s'organiser en fonction, et Laurent parlera évidemment sur le côté neurophysiologique,
des stimulus qui vont arriver chez le patient, et que finalement cette dysfonction somatique va être un peu plus un marqueur et va vous permettre, vous, qui touchez les gens, qui testez, qui palpez, qui évaluez la symétrie, qui évaluez la différence de texture, donc les composantes de la dysfonction somatique, la douleur à palpation et, la différence de mobilité ou la diminution de mobilité, vont être du coup des éléments qui vont permettre d'expliquer l'histoire au patient, de lui re-raconter son histoire peut-être plus que de rester, encore une fois, comme on disait tout à l'heure en introduction, dans un modèle de causalité linéaire un peu restrictif, parce qu'il ne prend pas en compte tous les éléments de l'histoire du patient. Éduquer un peu la neurophysiologie, donc Laurent va nous faire ça tout à l'heure brillamment, et je pense que vous pourriez reprendre des métaphores qu'il va utiliser ou en tout cas la compréhension que vous allez en avoir pour éduquer aussi un peu les patients. On sait que la douleur, et notamment les douleurs musculo-squelettiques, on va avoir des lombalgies, des torticolis, des douleurs dorsales, viscérales, etc., vont avoir la stratégie d'éducation, pardon, va avoir un effet positif sur ces douleurs, notamment sur la catastrophisation, sur l'incapacité, sur la performance physique. Et donc du coup, l'idée c'est d'impliquer le patient plutôt que de simplement lui dire. Et encore une fois, la médecine narrative permettra, parce que c'est le patient qui va raconter son histoire, et donc du coup, il va s'impliquer dans son récit, il va s'impliquer dans son acte de soin, et du coup, il va apprendre un peu plus facilement, et donc du coup, l'éducation thérapeutique en sera facilitée. Ça, c'est des choses qui sont disponibles sur la HAS, qui expliquent qu'une éducation thérapeutique réussie passe par deux choses principales, deux compétences principales à acquérir, une compétence d'auto-soin et une compétence d'adaptation. Et encore une fois, ces compétences d'auto-soin et d'adaptation, elles seront un peu mieux, elles seront un peu mieux acquises par le patient. Si jamais il a compris, si jamais le fait de reformuler son récit, ça lui permet de comprendre aussi ce qui s'est passé. Le fait que parfois ce soit le praticien qui reformule ce qui s'est passé, qui lui augmente sa compréhension, pour encore une fois acquérir ces deux compétences et du coup avoir une éducation thérapeutique la plus optimale possible. Des gars qui ont beaucoup bossé, que j'ai connus grâce à Laurent aussi, qui ont écrit ces bouquins qui s'appellent Explain Pain et Explain Pain Supercharge, ont expliqué que raconter différemment, ça change un peu la douleur, que du coup, c'est là où on passe d'un modèle biomédical à un modèle biopsychosocial, en intégrant les facteurs psychosociaux qui sont des facteurs importants de prédisposition, et Engel le définissait déjà dans les années 80. Et que finalement, pour l'application pragmatique d'un modèle biopsychosocial dont on ne sait pas toujours quoi faire, raconter l'histoire, re-raconter au patient, écouter son histoire à lui, pourrait être une application simple, comme expliquer la douleur et la neurophysiologie peut être une application simple de ce modèle biopsychosocial. Et du coup, je vous invite à essayer avec les patients en clinique pour les étudiants, de reformuler un peu ce que le patient vous dit, de développer votre qualité d'écoute pour pouvoir du coup raconter, parce que si évidemment vous n'écoutez pas, ce sera plus difficile de raconter, pour avoir encore une fois une prise en charge optimale. Je passe assez vite là-dessus parce que c'est aussi des choses dont Laurent va parler, donc du coup comme il devait faire la présentation avant, je voulais me servir un peu de ce qu'il allait dire. Il va parler de ça au niveau neurophysiologique, mais finalement le but aussi c'est parfois de rassurer les patients. Ça me fait penser que hier à la clinique, une étudiante a eu une consultation et sa patiente, il y avait un observateur dans la consultation et sa patiente a dit plusieurs fois j'ai peur de, j'ai peur de, j'ai peur de. Et du coup, je pense qu'il faut essayer de capter ces éléments-là dans la consultation parce que finalement la peur c'est cohérent quand ça n'a pas de sens. Donc Laurent va développer ça un peu plus tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étaler. Mais essayer d'identifier ces éléments dans l'histoire du patient, ça va développer encore une fois votre mission. Est-ce qu'il faut le rassurer? Est-ce qu'il ne faut pas le rassurer? Est-ce qu'il faut lui expliquer ou non? Est-ce qu'on a besoin de poser des questions pour mieux comprendre et donc du coup avoir plus d'éléments? Et donc du coup, il faut développer sa capacité de narration, demander au patient de continuer son récit, aller chercher chez lui des éléments pour pouvoir résoudre parfois ces choses et rassurer les patients.
Donner du sens, ça va être important parce que le patient, encore une fois, va reprendre un peu le contrôle. Quand vous avez un stimulus ou l'arrivée d'une douleur, il va y avoir tout un tas de choses qui vont se passer. Dans la représentation, Laurent va en parler mieux que moi puisqu'il connaît beaucoup plus de choses là-dessus que moi. Mais du coup, ça permettra au patient de reprendre le contrôle. Donc, réécouter, reformuler l'histoire du patient, ça va lui permettre d'avoir du sens et c'est ce modèle de sens commun, common sense en anglais, qui a été développé par rapport à ce modèle au départ de peur-évitement, qui explique la catastrophisation, le cercle vicieux de dépression dans lequel les patients peuvent entrer, avec moins d'activité physique parce qu'ils ont peur de bouger. Comme ils ont peur de bouger, bah, du coup, ils ont leur bien-être qui est altéré. Donc, du coup, comme ils ont leur bien-être qui est altéré, ils peuvent tomber en dépression. Et donc, ça augmente la douleur et ainsi de suite. Donc ce modèle de sens, de donner du sens, va donner un cadre au praticien. Et c'est surtout pour que l'histoire du patient ait un sens. Mais ça, Laurent va en parler un peu plus tout à l'heure. À travers cette histoire, vous pouvez centrer du coup toute votre attention sur le patient. Évidemment que quand vous allez lui répéter ce qui s'est passé, il va se reconnaître puisque cette histoire, en fait, c'est la sienne. Il a souvent besoin de votre aide pour la comprendre et s'en rendre compte. Et c'est ce que nous disait déjà Engel, encore une fois, dans les années 80, avec ce changement de paradigme en développant ses compétences biopsychosociales et en s'appuyant sur ce modèle biopsychosocial, c'est que si le patient n'adhère pas au traitement, il y a des risques pour que le traitement soit un peu moins efficace. Vous devez écouter les patients. L'entretien motivationnel ou d'autres outils comme ça qu'on vous donne du coup ici là, à l'école au CESO Paris en tout cas en cours peuvent être des outils. L'empathie que vous allez développer en écoutant l'histoire de vos patients va vous permettre de mieux comprendre et développer vos compétences narratives, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, va vous permettre de la répéter et ces trois choses-là vont vous permettre d'avoir une alliance thérapeutique qui sera un peu développée, enfin un peu plus développée, dans le but de encore une fois, centrer le patient enfin, mettre le patient au centre du traitement et de votre préoccupation première. C'est ce que nous disait il y a très 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 longtemps Hippocrate. Et adapter en fonction de l'histoire qu'il vous a racontée. Je finirai en citant ce monsieur, Patrick Gall, qui dans une conférence à Vienne en 1999 disait que il faut qu'on considère la douleur pas comme marqueur de blessure, mais comme une expérience humaine, et que c'est pas quelque chose qui devrait être une niche thérapeutique ou une thérapie particulière ou alternative, mais une chose importante qui soit en commun avec tous les thérapeutes. Parce que dans une histoire, il y a un début, il y a des protagonistes, il y a des rencontres, il y a des éléments perturbateurs qui vont venir faire évoluer l'histoire. Et il y a une fin qui serait évidemment pour nous, comme objectif, la réduction du symptôme du patient. Voilà, Agathe. Merci beaucoup, Jean. Est-ce que je suis désolée, je suis en train de faire des essais avec Laurent. Est-ce que tu as pu répondre aux questions qui sont présentes sur le chat, celle de Mathieu? Alors, observez-vous aujourd'hui que nous discutons et évaluons équitablement les facteurs bio, psycho et sociaux dans l'enseignement, nos formations, mais aussi avec nos patients. Observez-vous aujourd'hui que nous discutons et évaluons. En fait, c'est ce qu'il faudrait faire. Je sais qu'à Nantes, Mathieu, ça se développe aussi et c'est cool. Moi, je trouve que si toutes les écoles font ça, c'est chambé parce que le principe, c'est que les étudiants, et c'est ce que je vous disais en introduction, c'est que moi, on m'a raconté une certaine histoire quand j'étais étudiant à l'école. Ça m'a permis de me construire et j'ai trouvé ça hyper cool. Aujourd'hui, peut-être qu'on essaie de raconter l'histoire de l'ostéopathie un tout petit peu différemment, à la lumière des données médicales et biomédicales qu'on a, en introduisant ce concept. Je ne sais pas si aujourd'hui on arrive à le faire équitablement ou si on est encore un peu plus sur l'un des trois items de ce modèle biopsychosocial. Mais
à la fois effectivement dans l'enseignement pour les étudiants qui auront le plus de clés possibles pour être les meilleurs ostéopathes possibles. Je reprends une phrase de notre cher et tendre directeur qui dit quand vous trouvez qu'une baguette de pain est pas bonne, vous changez de boulangerie. Quand vous avez un ostéopathe qui est pas bon, vous dites que l'ostéopathie c'est nul et que ça marche pas. Donc du coup, le plus on adaptera ce modèle et le plus on sera à prendre en charge et à prendre en compte ces facteurs psychosociaux de façon équitable, le mieux les patients se porteront et donc le mieux l'ostéopathie ira. Ah oui, alors ça c'est une grosse difficulté, Elodie, parce que c'est pas toujours simple. Et là, je vous faisais cette présentation sur la médecine narrative parce que c'est quelque chose auquel je me suis intéressé, parce que c'est des choses que je vous disais avoir développées et surtout auxquelles j'ai été confronté au fur et à mesure des patients et de discussions avec d'autres praticiens, d'autres thérapeutes, notamment avec Laurent Fab, puisqu'on bosse ensemble. Donc, de temps en temps, quand on déjeune ensemble, on évoque des patients et on parle souvent de ces histoires-là. L'entretien motivationnel, c'est un outil qui vous permettra peut-être de rendre les patients un peu plus loquaces, comme vous dites. Parfois, c'est simplement des silences ou de l'écoute. Et ça, effectivement, il faut faire des formations pour. Ce sont des choses qui sont développées. Alors, du coup, on a fait venir pour les étudiants de l'école des gens qui vont développer ça et qui vont introduire cette notion d'entretien motivationnel. Mais oui, c'est plus difficile quand vous avez des patients en face de vous qui sont peu bavards, même si, encore une fois, c'est en développant ces compétences de narration que vous allez les rendre un peu plus bavards et que ce temps d'écoute va leur permettre d'être libres et de se sentir comment dire, un peu plus libre justement d'exprimer tout ce qu'ils ressentent. Et puis parfois, ça se fait au fur et à mesure de une ou deux consultations. C'est-à-dire que vous sortez de la première consultation en vous disant je suis passé à côté, j'ai pas bien compris ma patiente, j'ai pas capté ce qu'elle me disait, il y a un truc qui me manque, etc. Et puis parfois, ça se comprend du coup un peu mieux à la deuxième consultation parce que vous comprenez un peu mieux ce que vous a dit le patient et donc du coup, vous adaptez au fur et à mesure. Alors, je suis le chat en même temps. Hop. Ah, j'avais perdu le. Hop. Je suis tout à fait d'accord avec la prise en compte des facteurs psychosociaux. Toutefois, il y a 10 000 gaffes à faire si on ne maîtrise pas le sujet. Seriez-vous d'accord de voir des psychologues faire des trusts? Alors, si je comprends entre les lignes, ça veut dire que vous avez l'impression qu'en étant dans la narration ou dans la médecine narrative, on devient psychologue. Pas du tout. C'est-à-dire que j'ai absolument pas la prétention de faire le boulot d'un psychologue. J'essaye juste de laisser un temps d'écoute pour pouvoir, dans ma consultation en tant qu'ostéopathe, avoir tous les éléments en main, qu'ils soient physiques avec le toucher, la palpation, les tests, qui vont être réservés, on va dire, à la thérapie manuelle, et encore une fois, tout ce que le patient me raconte dans son histoire pour pouvoir gérer au mieux son motif de consultation ou ce pourquoi il a pris rendez-vous au cabinet, à la clinique avec vous les étudiants ou dans tous les cabinets d'ostéopathie de France. Donc j'ai pas l'impression de faire le travail d'un psychologue puisque j'en ai pas les compétences, puisque j'ai pas fait d'études de psychologie, que écouter l'histoire des patients et éventuellement leur reformuler leur histoire et augmenter la compréhension, ça pourrait justement me permettre de réorienter vers des psychologues qui eux vont trouver des solutions, si jamais c'est la solution la plus adaptée aux patients. Je resterai dans des options thérapeutiques pour moi d'éducation, de mouvement et de manipulation, puisque c'est ce que je sais faire avec mes paluches et c'est ce que vous apprenez à faire avec vos paluches dans les écoles d'ostéopathie. Ronald, c'est une très très belle métaphore, effectivement, de prendre aussi le trust comme la définition de la confiance, et que effectivement, si le patient a confiance, quel que soit ensuite ce que vous allez pratiquer comme manipulation ou non, euh, encore une fois, le principe étant de mettre le patient pardon, au centre de vos préoccupations.
Le social est délaissé, à mon avis, il est observé par les étudiants, mais non interprété. Oui, Antoine, je suis assez d'accord avec toi, parce que c'est difficile, parce que parfois c'est dur de le résoudre, même si encore une fois, le principe, c'est pas forcément de le résoudre, et que dans cette compétence de médecine narrative, c'est de mettre en lumière en fait ces idées-là pour que le patient s'en rende compte et que ce soit à lui de faire le changement. C'est évidemment pas moi qui vais dire à un patient: «Vous devez changer de boulot». C'est évidemment pas moi qui dois dire à un patient: «Vous gagnez trop peu d'argent, vous en gagnez trop». C'est pas à moi de gérer, est-ce que le patient est bien dans son job? Est-ce que, il a l'impression d'être considéré ou non? Enfin, tous ces problématiques familiales qu'il pourrait vous présenter, mais de lui faire comprendre que ces choses-là peuvent interagir et que donc du coup, il y a des choses à faire pour, être acteur de son état de santé. Ouais et bah, du coup, Mathieu, tu réponds encore mieux que moi à la question de Géraldine. Ouais, parfait, je j'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler du raisonnement clinique, pardon. Donc du raisonnement clinique, des problématiques des étudiants et des réponses qui peuvent être proposées par les enseignants. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'est le raisonnement clinique? Le raisonnement clinique, c'est le processus, qui va faire que l'étudiant va aboutir à un diagnostic d'opportunité en clinique. Donc du coup, ce raisonnement clinique commence par le moment d'anamnèse où le praticien va poser des questions à son patient. L'anamnèse doit donner lieu à la génération d'hypothèses diagnostiques, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'anamnèse, l'étudiant doit être capable d'évoquer différentes hypothèses diagnostiques qui soient logiques et pertinentes par rapport aux motifs de consultation. Ensuite, son examen clinique doit viser à confirmer ou infirmer les hypothèses qu'il a évoquées au départ, et l'examen clinique doit donc aboutir à la génération d'un diagnostic d'opportunité. Alors, ce mécanisme de raisonnement clinique qui vise à aboutir au diagnostic d'opportunité, c'est quelque chose qui se fait aussi, bien sûr, dans le diagnostic médical, hein, ce n'est pas du tout propre à l'ostéopathie. Et en fait, le mécanisme est le même, que ça soit chez les ostéos ou les internes en médecine ou en fait toutes les professions qui posent un diagnostic. C'est un, pardon, il va être soutenu par un mécanisme qu'on dit hypothético-déductif, c'est-à-dire que c'est un mécanisme en entonnoir où en fait on ne pose pas toutes les questions et on ne fait pas tous les tests cliniques. On ne pose que les questions, on effectue que les tests qui sont logiques par rapport au motif de consultation. Et de chaque test va découler une réponse qui nous permettra d'orienter le test d'après ou la question d'après. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Alors, ce raisonnement clinique, on a 5 ans pour vous le faire acquérir, donc de la P1 à la D2. C'est vraiment la partie la plus difficile des études parce qu'il doit être efficace et c'est ce qui va garantir d'une part la sécurité de votre pratique, mais aussi l'efficacité de votre pratique. Donc, il y a un parallèle qui peut se faire entre le diagnostic clinique qui est posé par l'étudiant et le diagnostic pédagogique qui doit être posé par le superviseur. C'est-à-dire que quand un patient arrive en clinique, il se présente avec un motif de consultation. L'étudiant doit poser un diagnostic clinique sur ce patient et de son diagnostic clinique va découler une stratégie thérapeutique, c'est-à-dire ce qu'on appelait anciennement un plan de traitement. Comment est-ce que l'étudiant va gérer le motif de consultation ou la plainte du patient? Nous, en tant que superviseur, en fait, on fait la même chose, sauf que notre patient, c'est un petit peu l'étudiant. Et qu'en fait, quand on l'observe en consultation, on doit réussir à savoir si il a une difficulté de raisonnement clinique et s'il a une difficulté de raisonnement clinique, quelle est-elle? C'est-à-dire pourquoi est-ce que l'étudiant n'a pas réussi à poser un diagnostic d'opportunité correct? Donc, quelle a été sa difficulté? Donc en fait, le superviseur doit poser une sorte de diagnostic pédagogique et ça, c'est quelque chose qui est vraiment documenté dans la littérature, mais surtout documenté dans la littérature médicale, comme je vous le disais, par rapport aux internes en hôpitaux, qui sont encadrés par des médecins référents. Et en fait, une fois que le superviseur a trouvé, donc trouvé la difficulté de raisonnement clinique
et à effectuer un diagnostic pédagogique, il doit être à même de proposer à l'étudiant une solution de remédiation, c'est-à-dire une manière de progresser qui lui soit adaptée et qui lui soit propre. Okay. Donc, c'est notre rôle de superviseur. Voilà, c'est d'avoir un diagnostic pédagogique sur les étudiants. Alors, la présentation d'aujourd'hui, elle va être un petit peu sous forme de jeu de rôle. Alors, c'est moins marrant vu qu'on est à distance et que vous ne me voyez pas gigoter, que je ne vous vois pas répondre. Bref, mais on va le faire quand même. Donc, en fait, je vais vous proposer 9 cas cliniques qui correspondent aux 9 difficultés de raisonnement clinique qui peuvent être détectées chez les étudiants. Donc, chacun des cas que je vais vous présenter sera l'image et la représentation d'une des difficultés de raisonnement que l'on peut rencontrer. Je vais donc vous demander de lire les cas de votre côté et de proposer dans le chat pour vous quelle a été la difficulté de l'étudiant. Parce qu'en fait, les difficultés des étudiants peuvent être théoriques pures, c'est-à-dire ils ne connaissent pas leurs cours ou alors ils n'ont pas compris ce qui se passait chez le patient. Mais il peut y avoir beaucoup d'autres choses qui peuvent perturber le raisonnement clinique. Et c'est ça que je vous demande d'identifier dans les cas cliniques un petit peu grossis que je vais vous proposer. Donc, vous lisez le cas clinique, je vous laisse à chaque fois 2-3 minutes. Ensuite, vous me proposez dans le chat ce qui pourrait être la difficulté de raisonnement rencontrée par l'étudiant. Ensuite, on va voir ensemble la solution du cas. On va décrire la difficulté de raisonnement qui a été exposée dans le cas et on va parler ensemble de la solution de remédiation qui peut être proposée par le superviseur. Alors ça, c'est une présentation qui a été faite à vos superviseurs cliniques en formation clinique l'année dernière. Ça peut vous servir aussi en tant qu'étudiant. Pourquoi ? Parce que pour le premier cycle, donc P1, P2, P3, quand vous observez des consultations, vous pourrez de cette façon-là essayer d'identifier quelle a été la difficulté du praticien que vous avez observé. Et en D1 et D2, en fait, vous pourrez vous-même vous reconnaître dans certains cas cliniques et savoir de quelle manière vous pourrez progresser et de quelle manière vous pouvez solliciter vos superviseurs pour qu'ils vous aident à progresser. Voilà, alors, donc, je vous ai mis toute ressemblance avec des personnes existantes serait fortuite parce que les protagonistes de mes cas cliniques ont des noms qui vous évoquer quelque chose, mais bien sûr, ce sont des situations complètement imaginaires et fictives, voilà. Donc, je vous mets le premier cas clinique. Vous êtes donc superviseur et vous devez savoir quelle a été la difficulté de cet étudiant. Et vous me le proposez dans le chat, s'il vous plaît. Donc là, c'est le cas assez typique d'un homme jeune, vu qu'il a 35 ans, qui a fait le marathon de Paris et qui vous consulte pour une douleur lombaire moyenne apparue en fin de course, avec des antécédents plutôt classiques. Voilà. Donc, notre étudiant Bertrand effectue son anamnèse et à l'issue de l'anamnèse évoque une douleur sacro-iliaque ou une douleur nociceptive musculaire, soit du psoas, soit des paravertébraux. Il effectue un examen clinique où il palpe notamment le piriforme et il déduit de ce test que son patient présente une douleur nociceptive, donc musculaire, et traitera donc le piriforme, effectuera un TGO entre guillemets, Guillaume ne panique pas, du bassin et une détente du psoas. Alors là, vous devez savoir, est-ce que déjà il n'a pas abouti au bon diagnostic, ça c'est le premier indice, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas évoqué le bon diagnostic d'opportunité? Quel a été le problème chez cet étudiant? Examen neurologique standard, oui. Origine discale, oui, potentiellement.
Alors, il est resté bloqué sur le marathon. Donc, l'étudiant est resté bloqué sur le marathon. Alors, effectivement, Erwan, c'est une fermeture prématurée, mais fermeture prématurée qui est due à quoi? Alors, pour les autres fermetures prématurées, ça veut dire qu'il n'a pas évoqué assez d'hypothèses diagnostiques. En tout cas, il a fermé ses hypothèses trop tôt. Donc, il n'a pas pris en compte le chiffre d'affaires, le contexte biopsychosocial. Voilà, donc Jean et Clément, vous allez vers effectivement la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, cet étudiant, son patient consulte pour une douleur lombaire moyenne et il n'évoque que des hypothèses diagnostiques de la sacro-iliaque et à la limite une hypothèse diagnostique concernant une nociception des paravertébraux. Donc en fait, il a effectivement fait une fermeture prématurée. Il a oublié des hypothèses diagnostiques. Ok, ça c'est bon pour tout le monde. Donc en fait, ce premier biais, cette première difficulté de raisonnement clinique, ça s'appelle un biais de connaissance. En fait, l'étudiant a oublié toutes les hypothèses diagnostiques qui concernent les lombaires, alors que son patient consultait pour une douleur lombaire moyenne. Donc, ce premier biais de connaissance, sa définition, c'est que l'étudiant a soit un manque, soit un défaut d'organisation des connaissances. Donc, en gros, soit il n'a pas assez de connaissances, soit il a des connaissances et il les organise mal. Donc là, c'est une situation qui se rencontre assez peu au CESO Paris. Je ne sais pas s'il y a des je sais pas s'il y a des enseignants d'autres écoles ailleurs, mais en tout cas, nous, nos étudiants, ils sont rarement dans ce biais parce que quand ils arrivent en clinique, ils ont validé déjà énormément d'examens et en général, ils ont les connaissances. Donc, au niveau quantitatif, on est souvent OK. C'est plutôt au niveau des organisations des connaissances pour analyser la situation clinique que c'est un petit peu plus compliqué. En fait, quand on identifie en tant que superviseur un biais de connaissance, c'est-à-dire un manque de connaissance chez l'étudiant, dans ce cas-là, la solution à lui proposer, c'est vraiment de lui proposer de retourner dans ses cours théoriques, donc pour consolider sa théorie, soit sur l'anatomie palpatoire, soit sur la sémiologie médicale, par exemple. Ou alors, maintenant, on a un petit peu évolué là-dessus, c'est qu'on les renvoie vers la littérature, parce que nos cours sont de la littérature grise, voire gris foncé, voire noir, et que du coup, de les renvoyer vers la littérature en lui disant, bon, bah, ok, aujourd'hui, tu ne savais pas ce qu'étaient exactement les signes cliniques d'une spondylarthrite ankylosante, je te propose de retourner voir dans la littérature ce que ça peut être, ou alors tu ne savais pas quels étaient les diagnostics à évoquer sur une lombalgie moyenne, je te laisse retourner dans la littérature. Et les étudiants le font de plus en plus d'aller se documenter sur des bases de données biomédicales, donc PubMed, etc., pour aller chercher eux-mêmes leurs solutions et diversifier leurs connaissances, optimiser leurs connaissances. Donc voilà, la première difficulté qui peut être rencontrée par l'étudiant, c'est un biais de connaissance qui n'est pas très courant, qui est assez facile à solutionner parce qu'ils doivent juste retourner dans leurs cours. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Ok, pas de réponse, je continue. Très bien. Alors, je passe au deuxième cas. Donc là, on a une femme de 42 ans qui est dentiste, qui consulte pour une douleur d'épaule droite d'allure complètement mécanique. Enfin, complètement mécanique, en tout cas mécanique. Et elle signale en parallèle de cette douleur d'épaule une douleur de la fosse iliaque d'intensité croissante. Elle a des antécédents classiques. Donc, notre étudiant Alexandre A
inconnu, pareil, comme Bertrand B, fait toute son anamnèse sur la douleur d'épaule et au moment de l'évocation des symptômes gynéco, il rougit, bafouille et il élude la question. Au niveau de ses hypothèses diagnostiques, il évoque toutes les hypothèses diagnostiques de l'épaule, donc de manière très creusée. Et son traitement va consister à un traitement mécanique de l'épaule qui est quand même aussi étoffé d'un traitement à distance où il prend en compte le terrain d'endométriose de la patiente, etc. Alors, est-ce que déjà, vous avez terminé de lire? Oui, super. Donc, est-ce que déjà cet étudiant, pour vous, il est passé à côté de quelque chose au niveau diagnostic? Alors non, le test pour l'épaule, non, il a globalement fait un examen clinique de l'épaule plutôt complet. Alors, effectivement, vous êtes sur la bonne voie. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas évoqué comme diagnostic qui aurait pu être important? Je suis désolée, c'est pas un cours d'examen clinique, mais juste ça va être utile pour après. Merci, la GEU, très bien. Donc effectivement, cette patiente, elle consulte pour une douleur d'épaule, mais elle signale quand même une douleur d'intensité croissante au niveau du petit bassin. Et là, c'est vraiment la grossesse extra-utérine qu'il faudrait éliminer. En tout cas, considérer. Pourquoi est-ce que l'étudiant passe à côté de ça? Voilà. Il est gêné, il est mal à l'aise. Il se fait aussi un peu trimballer par sa patiente qui l'emmène ailleurs, mais parce que c'est un mec. Ah non, Valentin, je ne peux pas entendre ça. Non, on est dans un autre monde où les hommes ne sont pas mal à l'aise avec la sphère gynéco et voilà. Je vous taquine, Valentin. Donc, il est effectivement gêné, il n'est pas du tout à l'aise avec cette sphère gynéco, du coup, il ne pose pas les questions, il n'effectue pas l'examen clinique. Il est quand même assez doué parce que c'est quand même Alexandre A, et du coup, il prend quand même en compte inconsciemment la sphère gynéco parce qu'il la considère comme terrain, mais en revanche, il ne l'exploite pas complètement. Donc, ce cas numéro 2, hop. Ce cas numéro 2, c'est en fait l'illustration. Ah bah t'es là, Alex. C'est l'illustration d'un biais d'attitude où en fait l'étudiant a complètement occulté la sphère gynéco parce qu'il ne se sent pas à l'aise avec. Et en fait, ça l'empêche du coup d'aboutir au bon diagnostic. Donc en fait, un biais d'attitude, c'est quand le raisonnement clinique est faussé, soit par un malaise, soit par une insécurité face à une situation, donc c'est le cas ici. À l'inverse, ça peut être aussi dû à une confiance excessive de l'étudiant par rapport au patient. C'est des choses qu'on voit moins, en fait, la confiance excessive chez les étudiants, mais qu'on peut voir quand même. Et là, c'est toujours très difficile de le faire comprendre à l'étudiant. Mais du coup, voilà, le biais d'attitude, c'est soit malaise, soit insécurité, soit confiance excessive. Je pense notamment au cas d'un clinica il y a quelques années, où en fait, une étudiante passait sur une patiente qui devait avoir la 35e et en fait, la patiente lui dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La patiente lui répond, bah, en fait, je vous consulte parce que j'ai mal en bas du dos depuis que j'ai perdu un bébé mort-né. Et en fait, on a vu l'étudiante se décomposer et elle a fait toute la consultation en occultant complètement cette information et en prenant en charge la patiente comme si c'était une lombalgie commune et simple. Donc là, ça a perturbé en fait tout le mécanisme de raisonnement clinique parce qu'elle a occulté quelque chose qui, elle, ne la mettait pas à l'aise. Donc ça, le problème, c'est que ça peut faire passer les étudiants à côté soit de diagnostics, soit aussi de mécanismes douloureux, par exemple quand ils ne se sentent pas à l'aise avec les contextes des patients, soit parce qu'ils évoquent des maladies qui les renvoient à des choses perso ou ce genre de choses. Et en fait, ils passent à côté de méca de la douleur, type nociplasie, etc., juste parce qu'ils ne veulent pas considérer, ou alors parce qu'ils ne peuvent pas, pardon, considérer les informations que leur amène leur patient. Alors, est-ce que l'insécurité est liée à un manque de connaissances? Non,
c'est de l'insécurité émotionnelle, entre guillemets. Le manque de connaissances, ça serait sur le premier biais qui serait du coup un biais de connaissance. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à l'étudiant quand on se rend compte que voilà, il n'est pas à l'aise avec une dimension? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Alexandre? C'est déjà de lui faire prendre conscience de sa problématique. Donc, au débrief avec l'étudiant, il faut l'amener à comprendre que peut-être il a été mal à l'aise avec l'évocation des symptômes gynéco. Et si vraiment c'est quelque chose qui se répète et qu'on voit de manière récurrente chez l'étudiant, lui proposer de se faire accompagner de son côté en dehors de l'école pour régler ce à quoi ça le renvoie chez lui. OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, s'il y en a qui ont aussi des solutions de remédiation à proposer, donc des idées que vous auriez pour aider les étudiants, n'hésitez pas. OK. Je passe au 3e cas clinique. Donc là, on est encore sur une femme de 42 ans qui se plaint de céphalée fronto-orbitaire récente, aggravée par la fatigue en fin de journée. Elle signale de l'arthrose cervicale et elle aimerait votre avis là-dessus parce qu'en plus, elle a mal au cou depuis quelques jours. Donc, elle porte des lunettes et elle a des antécédents plutôt gynéco et un terrain. Voilà. Donc, Maud C, qui sort de son stage aux urgences de Poissy, termine son anamnèse et en fait commence à… Voilà, donc termine son anamnèse et d'un coup se dit qu'il faudrait qu'elle trouve un tuteur clinique pour avoir son avis. Donc, elle va chercher le tuteur clinique qu'elle ne trouve pas. Et du coup, en fait, elle décide de faire un courrier à cette patiente et l'envoie directement au service des urgences de La Fontaine parce qu'elle suspecte une méningite. Alors, est-ce que déjà, vous êtes tous OK avec la prise de décision de Maud C? Ça colle pas. Pourquoi ça colle pas? Alors, est-ce que là, son attitude, ce n'est pas la triade méningée, absolument. Est-ce que sa prise de décision est logique et pertinente par rapport aux signes cliniques de la patiente? C'est effectivement un peu rapide comme prise de décision. Donc là, elle évoque une méningite, donc un gros drapeau rouge et une pathologie urgente, alors que la patiente a plutôt des signes classiques mécaniques typiques et qu'il n'y a effectivement pas de signe d'appel d'un syndrome méningé, quel qu'il soit. Donc là, qu'est-ce qui a fait que Maud C s'est embarquée trop rapidement dans une hypothèse diagnostique? Son contexte de stress, exactement. Alors, elle sort du stage, elle panique, exactement. Donc, en fait, là, Maud, elle a été influencée par ce qu'elle vient de voir récemment et que du coup, son esprit n'est plus capable de considérer objectivement les données cliniques de sa patiente. Exactement, il y a un biais avec le stage. Donc ça, ce biais-là, ça s'appelle un biais cognitif. Et en fait, le biais cognitif, c'est donc l'étudiante qui a paniqué de manière démesurée parce qu'elle est influencée par son stage. Le biais cognitif, c'est lorsque le raisonnement clinique de l'étudiant est influencé par son contexte et ses expériences, ce qui va fausser son objectivité et soit lui faire donner une importance excessive aux symptômes du patient, soit diminuer l'importance des symptômes de son patient. Donc ça va vous rappeler certaines choses. Alors en fait, ça peut marcher soit avec les stages que vous venez de faire à l'hôpital, mais la plupart du temps, chez nos étudiants,
on le voit par rapport aux cours qu'ils viennent d'avoir. C'est-à-dire qu'on sait quand ils viennent d'avoir leur premier cours sur l'ATM, parce qu'en fait, en clinique, on voit que des techniques intrabuccales, donc quand il y avait encore, quand il n'y avait pas de masque et tout ça, mais on voyait d'un coup sur toutes les consultations sur une après-midi que des techniques intrabuccales, que des techniques de l'ATM, que des diagnostics de l'ATM. Et on savait qu'en fait, ils avaient eu un cours sur l'ATM la veille, et du coup, ils étaient tous très influencés par ça. Ou alors, donc les stages qu'ils font à l'hôpital, ou alors parfois aussi les expériences qu'ils ont dans leur vie. Ou par exemple, je pense à des choses un peu plus dures, mais des étudiants qui, dans leur entourage, ont des pathologies, soit psy, soit physiques, de gens qui les entourent et qui les touchent. En fait, ils ont tendance à beaucoup revoir ça chez leurs patients. Donc du coup, quand on identifie ça chez un étudiant, le fait qu'il soit influencé par quelque chose, alors si c'est juste le cours qu'il a eu la veille, c'est pas grave, mais si on sent que c'est parce qu'il a une influence qui le perturbe au long cours, de la même façon, il faut lui faire prendre conscience de ça. Et en fait, il faut reprendre le cas avec lui à froid, c'est-à-dire après la consultation, en lui faisant objectiver les données de l'examen clinique et en lui faisant verbaliser objectivement les signes cliniques. C'est-à-dire en lui disant, OK, tu avais une patiente, est-ce que tu peux m'en parler? Donc, les signes cliniques, c'était ça, ça, ça. Est-ce que ça te fait, est-ce que pour toi, ça correspond, par exemple, là, dans ce cas, à un syndrome méningé? Et en fait, de l'amener lui-même à se rendre compte qu'il a été influencé par quelque chose de sa vie quotidienne. Donc, le biais cognitif, c'est quand le cerveau des étudiants, ou en tout cas les émotions des étudiants ou leur contexte perturbent leur raisonnement clinique. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Je passe au cas numéro 4. Donc, on monte en âge au fur et à mesure, pour ceux qui ont remarqué. Ce coup-ci, c'est Jean B. Donc là, c'est un type de patient qu'on a beaucoup à la clinique, donc où tout commence de manière plutôt classique. Donc elle a des épisodes fréquents de douleurs interscapulaires qui gênent la respiration, elle se fait masser, ça part, ça revient. Elle a également des douleurs en bas du dos, ça descend dans chaque fesse, ça remonte, ça fait le tour de l'abdomen, ça revient en haut du dos, ça fait un trajet en forme de 8 et en gros, ça redescend. Bon. Donc, au niveau de ses antécédents, elle a eu une réduction de l'estomac, elle a 4 enfants, dont 2 paires de jumeaux. Elle est migraineuse depuis toujours et est sédentaire. Jean B, face à cette patiente, effectue une anamnèse ultra complète qui explore les 2 motifs de consultation, donc la douleur interscapulaire et la douleur lombaire. Il regarde les examens complémentaires, il documente la nuit, le jour, les positions antalgiques, les mouvements qui reproduisent la douleur, les traitements déjà suivis. Donc, il a une multitude d'hypothèses diagnostiques, donc douleur nociceptive musculaire, nociceptive d'un nerf, costo-vertébrale, référé, RGO, discogénique, spacétaire, sacro-iliaque. Il fait une multitude de tests spécifiques et il aboutit, comptant de lui, à une douleur nociceptive et du rachis thoracique et du rachis lombaire. Et du coup, il va tout manipuler. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Donc, effectivement, est-ce que le contexte biopsychosocial a été pris en compte chez cette patiente? Peut-être pas. Peut-être que Jean n'est pas familier avec le contexte biopsychosocial. Qu'est-ce qu'on pourrait... Voilà, manque d'une vision plus générale. Sensibilisation centrale ou nociplastie, merci Mélanie.
En fait, cette patiente, vu ce qu'elle décrit comme type de douleur, et vous avez souvent ce genre de patient où vous nous regardez avec des airs paniqués quand ils vous disent oui, oui, ça me descend jusqu'au pied, mais alors c'est d'un coup à droite, puis d'un coup c'est à gauche, et puis en fait parfois ça remonte, mais parfois je le sens jusque dans mon ventre. Faites-vous paniquer, mais en fait il s'agit juste de signes cliniques de patients qui présentent une nociplastie. Là, cet étudiant, il n'a pas effectivement pris en compte le contexte biopsychosocial et du coup, il a cherché à rester très mécanique sur la considération de sa patiente, ce qui est très bien d'un côté, mais ce qui peut-être le fait passer à côté d'une partie du diagnostic, à savoir la composante nociplastique de la douleur. Donc, ce cas numéro 4, ce biais de raisonnement, ça s'appelle un biais d'inexpérience. Dans quel sens? Dans le sens où l'étudiant, il se focalise trop sur le cadre théorique de la consultation et du coup, il passe à côté du contexte de sa patiente et probablement de la nociplastie qui peut expliquer l'illogisme de ses symptômes. Donc en fait, un biais d'inexpérience, c'est quand l'étudiant ne s'adapte pas au patient en face de lui et qu'il reste trop scolaire parce que ça le sécurise. Ou en fait, c'est des étudiants qui sont un peu, qui manquent parfois peut-être de maturité clinique, donc ça se voit surtout en D1 et en début de D1, et qui du coup fonctionnent de manière très systématique avec leurs petites feuilles que vous cachez sur la table ou dans vos tiroirs avec écrit toutes les questions que vous devez poser, mais on voit cette petite feuille en fait, je vous révèle ce secret. Donc en fait, ils fonctionnent de manière très systématique sans en fait prendre de recul par rapport à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et du coup, il manque de considération des hypothèses diagnostiques parce qu'ils restent trop scolaires. Et aussi parfois des étudiants qui, comme ils n'ont pas envie d'être déstabilisés, en fait, n'écoutent pas toujours leurs patients. Et quand, par exemple, un patient les emmène vers un endroit dans l'anamnèse qui les rend un peu instables, ils vont tout de suite recadrer et faire comme s'ils n'entendaient pas. Et ça, on l'a tous fait une fois, vous l'avez tous fait une fois. Donc, comment est-ce qu'on peut aider ces étudiants, pardon, qui sont trop scolaires et qui ont du mal à s'adapter aux patients et à considérer tout dans leur ensemble? En fait, la carte conceptuelle, c'est un bon outil parce que ça permet aux étudiants de mettre sur papier tous les éléments qui agissent sur leurs patients, qui en fait ont un lien avec le motif de consultation. C'est-à-dire que là, on aurait pu proposer à Jean B de mettre la patiente dans le rond central et lui dire, OK, elle a des douleurs interscapulaires, des douleurs lombaires, mais qu'est-ce qui peut jouer d'autre sur sa douleur? Bah, elle est un peu surmenée parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Elle a eu une opération de sleeve et que du coup, peut-être que c'est difficile au niveau de la récupération, etc. Donc en fait, le fait de faire une carte conceptuelle permet de dézoomer sur la considération du patient et d'avoir une compréhension moins scolaire et plus globale de l'être humain qu'on a en face de soi. Galit, dans le cas d'une nociplastie. Alors, dans le cas d'une nociplastie, effectivement, les tests de repro de douleur sont généralement tous positifs. En tout cas, ils sont plutôt illogiques par rapport à des syndromes décrits de manière classique. C'est-à-dire que la douleur ne sera pas bien systématisée au niveau anatomique, qu'elle aura un rythme qui ne suit pas une courbe logique, c'est-à-dire que ça pourra être très fort à des moments, pas fort du tout à d'autres moments, que ça pourra changer de côté. En fait, il n'y a pas de logique dans la douleur des patients nociplastiques. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces informations? C'est à partir du moment où on sait qu'on est sur un patient qui est dans le cadre d'une nociplastie, le management de la douleur va être un peu différent que sur une douleur nociceptive, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils plutôt des outils verbaux autant et comportementaux autant que des outils mécaniques. Donc, on va avoir de la réassurance au mouvement, on va avoir de l'éducation thérapeutique, on va faire comprendre au patient comment fonctionne sa douleur. Et c'est ça qui va nous permettre d'endiguer le mécanisme douloureux. Alors, la carte conceptuelle est très scolaire, oui, mais de toute façon, il faut qu'on vous fasse passer par le très scolaire pour aller vers le moins scolaire. Et en fait, ça reste du scolaire élargi. Donc, en fait, on vous fait passer des degrés de scolarité petit à petit. C'est pas ce que vous vouliez dire. Alors, dites-moi. Vous pouvez mettre votre micro, hein, Mirenchou, si vous voulez. Cool, merci.
En fait, si déjà le praticien avait un raisonnement très scolaire, très scolaire, s'il fait sa carte conceptuelle, est-ce que le résultat de la carte conceptuelle ne sera pas lui aussi très scolaire, finalement? Alors effectivement, ça force l'étudiant à systématiser son raisonnement, ou en tout cas le poser par écrit et le faire rentrer dans des cases. Simplement, comme les cases de la carte conceptuelle élargissent nécessairement la considération du patient, dans le sens où on fait rentrer son contexte biopsychosocial, on fait rentrer son environnement, en fait, ça va élargir son diagnostic, même si le diagnostic lui-même reste quand même très cadré. Donc, c'est un diagnostic cadré, mais ouvert sur les perspectives qu'il propose. Je ne sais pas si je suis claire. Parfait. Voilà, donc le biais d'inexpérience, c'est les praticiens un peu trop scolaires qui du coup ont du mal à sortir de ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, on passe au 5e. Juste, est-ce que je peux rajouter quelque chose sur le 4? Typiquement, le patient trop scolaire, et c'est rigolo que ça tombe sur Jean B, c'est le patient qui ne va pas du tout prendre en compte la médecine narrative dont parlait Jean. C'est-à-dire qu'il va occulter toute la partie communication avec le patient et extra motif de consultation. Si je peux me permettre de faire un lien avec la présentation d'avant. Voilà, je passe au 5. Donc là, on est en présence d'un homme de 33 ans qui est rugbyman, qui est commercial, bon vivant, et qui est tombé en vélo il y a 15 jours et consulte pour une douleur d'épaule associée à une douleur cervicale qui déclenche parfois des sensations d'engourdissement dans le bras droit. Il se sent fatigué en ce moment et présente un antécédent de luxation d'épaule il y a 3 ans. Jérôme W effectue son anamnèse et ses hypothèses diagnostiques à la fin de l'anamnèse sont une entorse gléno-humérale ou acromioclaviculaire, une contusion, une douleur nociceptive musculaire et une douleur nociceptive de la gléno-humérale. Il effectue un examen clinique sur l'épaule, il reproduit en partie la douleur connue parce qu'il reproduit la douleur d'épaule et il vous évoque une sensibilisation centrale à cause du changement de travail de son patient et effectue un traitement crânio-sacré parce que c'est sa spécialité. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Donc effectivement, par rapport à la chute, il y a des hypothèses diagnostiques qu'il fallait prendre en considération. Alors, le traitement n'est pas approprié. Il est surtout pas approprié à quoi? Avec quoi il n'est pas logique le traitement là? Exactement. Son traitement n'est pas logique avec son diagnostic, qui lui-même n'est pas logique avec son motif de consultation. Donc en fait, dans cette consultation, rien n'est logique. C'est-à-dire que ces hypothèses diagnostiques ne correspondent pas au patient. Son examen clinique ne correspond pas à ses hypothèses diagnostiques, son diagnostic ne correspond pas à son examen clinique et son traitement ne correspond pas à son diagnostic. Donc en gros, il n'y a rien de logique. Ça, c'est des choses qu'on peut être amené à voir parfois en clinique, c'est-à-dire en gros une consultation où on ne comprend rien à ce que fait l'étudiant. Et ça, c'est assez compliqué à encadrer. Ce biais numéro 5, en fait, il s'appelle un biais de… Cette difficulté, c'est une biais de méconnaissance du raisonnement clinique.
Alors là, c'est vraiment l'étudiant, voilà, donc celui-ci n'a pas évoqué les hypothèses diagnostiques pertinentes en fonction du motif. Il a un diagnostic illogique, un examen clinique illogique. En fait, c'est le cas d'étudiants qui ne se servent pas du tout du système hypothético-déductif de raisonnement, où on a du mal à voir la logique dans ce qu'ils font, et on a du mal à voir la pertinence et la priorisation de ce qu'ils ont dans la tête. Et souvent, eux-mêmes ont du mal à voir la logique et la pertinence dans ce qu'ils font. Ça, c'est la difficulté la plus courante en clinique, et c'est aussi la plus difficile à encadrer et à gérer. C'est-à-dire, c'est quand l'étudiant a vraiment une difficulté à faire un lien entre les questions qu'il pose, l'examen qu'il fait et le diagnostic qu'il évoque. C'est souvent dû à un manque de pertinence ou un manque d'organisation des connaissances. C'est souvent des étudiants qui ont beaucoup de connaissances mais qui n'arrivent pas à les organiser. Et en fait, en tant que superviseur, pour aider ces étudiants, l'outil de réflexion clinique qu'on a créé, donc la double page que vous êtes obligé de remplir suite à une première consultation, en fait, c'est vraiment l'outil préférentiel parce que ça va forcer l'étudiant à savoir, à chaque fois qu'il effectue un test ou qu'il pose une question, qu'est-ce qu'il attend comme réponse et quelle va être la conséquence de cette réponse. Normalement, en clinique, tous les étudiants doivent savoir pourquoi ils posent des questions, pourquoi ils font des tests, parce qu'à chaque fois, ils attendent une réponse qui va influencer leur diagnostic. Et parfois, ce n'est pas le cas. Je pense notamment à ces étudiants, enfin, en fait, à vous tous et à nous tous à notre époque, quand on vous pose la question, mais pourquoi est-ce que vous avez effectué ce test? Vous nous dites, mais c'est pour me rassurer. Et quand on vous dit, mais vous rassurez de quoi? Vous nous dites, je ne sais pas. Et en fait, vous avez peur de choses que vous n'identifiez pas. Du coup, vous vous rassurez de choses que vous n'identifiez pas non plus. Et en fait, du coup, ça fait perdre la logique et la pertinence de votre examen clinique. Donc, ces étudiants-là, soit on leur fait remplir l'outil de réflexion clinique, soit on leur fait passer par l'écrit pour les accompagner dans la compréhension de la consultation. Et c'est des étudiants qu'il faut vraiment aider à expliciter ce qu'ils font, c'est-à-dire les aider à dire ce qu'ils ont dans la tête, donc leur dire, OK, tu as fait cet examen, enfin ce test, pourquoi? Tu as posé cette question, pourquoi? Et en fait, les amener à expliciter ce qu'ils ont en tête peut vraiment les aider à identifier leurs difficultés, mais surtout à progresser dans leur mécanisme de raisonnement. Parfois, de filmer les consultations de ces étudiants peut leur faire aussi prendre conscience de leurs difficultés et du coup, de les aider, ça peut les aider à progresser. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui arrive au moins une fois à chaque étudiant, qui est très courant. Et en fait, c'est ce sur quoi on doit vous faire progresser pendant tout votre parcours clinique. Est-ce que c'est bon pour vous, ce biais de méconnaissance du raisonnement? OK. Je passe au 6. Alors, il y en a 9, donc on a bientôt fini. Donc là, le patient est un homme de 65 ans, ancien pilote de chasse, qui vous dit qu'il a une bonne sciatique, qui part du bas du dos, il a pris des antalgiques, des ANS, blablabla. Donc, il a fait des radios récentes, il y a un pincement lombosacré, puis d'un coup, il vous raconte que ça lui rappelle sa tante, qu'il vient du Doubs, que son neveu Edmond, que la ferme familiale, que le prix du lait, blablabla. Donc, Agathe W, 40 minutes après,
dans toute sa bienveillance et sa douceur, évoque une douleur discale, un syndrome facétaire, une douleur nociceptive musculaire, nociceptive du nerf, douleur neuropathique, une douleur référée. Son plan de traitement sera évoqué la prochaine fois parce qu'en fait, il est déjà 11h20, que du coup, le créneau est terminé, qu'il y a 10 consultes après. Et du coup, elle ne peut pas traiter son patient et elle va se renseigner sur tout ce qu'il lui a évoqué. Donc là, quel est le souci de cette consultation? Cadrage du patient, effectivement. Alors, le tri des infos, elle l'a fait quelque part parce que, est-ce que ces hypothèses diagnostiques sont bonnes? En fait, ces hypothèses, elles sont OK. Donc, elle a réussi à sélectionner les bonnes informations et à aboutir à de bonnes hypothèses. En revanche, Anaïs, vous avez raison. Le problème, c'est qu'elle n'a pas forcément réussi à cadrer son patient. Et ça, c'est des choses qu'on voit quand même beaucoup en clinique, ce qui est normal et ça nous arrive aussi en cabinet. Quand on rentre dans votre salle de consultation, qu'il est 10 et que on vous voit seulement vous lever du bureau, qu'il y a une pile d'examens complémentaires de 10 cm sur la table et que votre patient a l'air ravi et que vous avez l'air complètement paniqué et que votre observateur est à moitié en train de dormir, on sait qu'on est dans ce type de problématique. Donc ça s'appelle un biais de gestion de l'entrevue avec le patient. Ça concerne les étudiants qui se laissent un peu dépasser par le patient lors de l'anamnèse parce qu'ils ont du mal à cadrer le patient et à ne pas se laisser déborder, ce qui du coup en fait perturbe le raisonnement clinique parce que là, Agathe avait réussi à avoir Élodie, vous avez raison, c'est l'autre risque de la médecine narrative. Là, Agathe avait raison sur ses hypothèses diagnostiques, mais parfois, il y a des étudiants qui n'arrivent même pas à sélectionner les informations nécessaires parce qu'en fait, le patient a beaucoup trop parlé. Donc là, en fait, la solution quand on repère ça chez un étudiant, c'est de lui donner des phrases clés pour cadrer le patient. Alors là, je fais appel à vous. Quelles pourraient être les phrases clés qui nous permettraient de cadrer le patient au moment de l'anamnèse? Chut. Oui, chut, ça peut être pas mal, Axel, mais ou alors juste un soupir peut-être. Des questions fermées, sauf que les questions fermées sur la partie antécédente, c'est toujours compliqué. Alors, très bien. Donc, parfait. Alors, j'ai compris ce que vous me disiez. Donc, effectivement, il faut d'abord accueillir ce que vous dit le patient. Parce que si vous lui dites, alors en revanche, là, il faut juste que je me dépêche, lui, il ne va pas se sentir compris, il ne va pas se sentir écouté par vous. Donc, d'abord, on accueille ce que dit le patient. J'ai bien compris ce que vous me disiez. Est-ce que je peux juste revenir sur ça? Donc, en fait, de le recadrer sur les sujets dont on doit parler. De dire pour en revenir à votre douleur, ça c'est très bien aussi. Maintenant, on peut lui proposer aussi de lui dire, alors ok, juste, je me permets de revenir sur votre douleur, ça on en reparlera sur la table, je vais vous poser d'autres questions tout à l'heure. Et aussi de reverbaliser ce que dit le patient, ça peut être un très bon outil. Par exemple, de lui dire, si j'ai bien compris, votre douleur c'est ça, 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 ce que vous attendez de moi c'est ça, 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 maintenant je vais vous proposer de passer en sous-vêtements. Donc, la reverbalisation, la validation de ce que vous dit votre patient et aussi le fait de le recadrer un petit peu pour dire, voilà, j'en reviens à votre douleur, on le recentre sur lui-même et sur la douleur. Maintenant, quel peut être le risque de ça? Souvent, qu'est-ce que vous faites? Ou ce qu'on a fait, hein, ce n'est pas du tout contre vous. Quel est le risque de recadrer le patient? Le patient se braque et quand est-ce que le patient se braque? Quand on est trop brusque, exactement. C'est que parfois, en fait, surtout quand nous, on est dans la consultation en tant que superviseur, en fait, vous n'avez pas envie de vous laisser dépasser par le patient et vous devenez parfois un petit peu sec, un petit peu dur. Et là, c'est la fin de la relation thérapeutique. Et parce qu'en fait, vous devenez stressé par l'évaluation et que du coup, vous perdez un petit peu votre attitude thérapeutique parce que vous avez besoin de cadrer le patient. Donc, en fait, il faut que vous réussissiez, et souvent vous réussissez à le faire très bien, à le cadrer, à le faire revenir sur la douleur,
tout en restant bienveillant, à l'écoute et délicat dans votre façon de vous adresser à votre patient. Ok? Donc, ça, c'est un biais de gestion de l'entrevue. C'est quand on ne réussit pas forcément à cadrer le patient. Est-ce que c'est bon quand on n'a pas le même mode de communication que le patient? Alors, quand on n'a pas le même mode de communication avec le patient, notre rôle, c'est de nous adapter au mode de communication du patient. Mais alors, Eric, gardez juste ça pour après, s'il vous plaît, parce que vous me cassez mon suspense de mon biais d'après. Je passe au 7? Non, pas de souci. Hop. 28 ans, ostéopathe. Donc là, homme de 28 ans, ostéopathe, qui a des douleurs cervicales depuis presque 1 an et demi. Le 6, pardon Arthur, le 6, c'était un biais de gestion de l'entrevue. Donc, il consulte pour des douleurs cervicales depuis 15 mois parce qu'il s'est cassé la clavicule en faisant du rugby. Il a des antécédents classiques, il se marie dans 1 an. Victoire DB effectue son anamnèse en lui parlant de son petit cou, de ses muscles qui lui font des misères, lui dit qu'il lui rappelle son petit frère qui lui aussi est un sacré casse-cou. Le patient se braque, il ne donne plus aucune indication, alors que pour autant, Victoire reste souriante comme elle sait faire et reste bienveillante, sécurisante. Alors, elle infantilise le patient, bravo, c'est exactement ça. Il y a un décalage de lexique et quand vous dites ça, le décalage de lexique, c'est ça, c'est le champ lexical utilisé n'est pas le bon par rapport au patient qui est un homme adulte, qui est professionnel, qui vient pour une douleur mécanique. Et en fait, effectivement, elle l'infantilise et ça peut vraiment gêner des patients. Quand on n'utilise pas le mot, vous parliez de mode de communication, en fait, c'est ça, c'est quand on n'utilise pas le bon mode de communication avec le patient. En fait, ça peut complètement fausser la relation thérapeutique et du coup empêcher le raisonnement clinique de bien se faire parce que le patient se déconnecte de la consultation alors que vous déconnectez de la consultation. En tout cas, on ne peut plus aboutir à un diagnostic d'opportunité. Ça s'appelle un biais de communication où en fait l'étudiant n'a pas su s'adapter, n'a pas su adapter son attitude à la personnalité en face d'elle. Le biais de communication, c'est quand l'étudiant ne s'adapte pas et ne verbalise pas, n'adapte pas sa verbalisation au patient et ne met pas des stratégies de communication efficaces pour avoir un raisonnement clinique performant. Là, je repense à un cas qu'on a vu aussi pendant un clinica. Alors en fait, au clinica, il se passe toujours des tas de choses parce que comme vous êtes stressé, vous perdez votre naturel, vous perdez vos capacités d'adaptation. Et en fait, cet étudiant, il avait reçu un jeune de 17 ans qui venait d'un foyer et qui s'était fait arrêter récemment par la police, qui avait fait une garde à vue, etc. Et en fait, il venait pour une douleur d'épaule. Et déjà, l'étudiant n'avait fait que des tests et des techniques où en fait, il lui mettait le bras dans le dos pour travailler, ce qui en fait le remettait dans sa position d'arrestation, bon bref, mais surtout pour paraître cool, entre guillemets, par rapport au patient. Il l'avait tutoyé, il était très familier avec lui et en fait, le patient n'a pas du tout été à l'aise par rapport à ça, il est devenu très agressif avec son praticien. Donc, ça a été un clinica original et un peu plein de rebondissements. En tout cas, ça a été un clinica raté du coup, parce qu'en fait, là, le mode de communication n'était pas le bon et ça a complètement fait planter la consultation. Donc, quand on voit que l'étudiant n'est pas sur le bon mode de communication, ce qu'on peut lui proposer, c'est d'écrire 2 débriefs de la même façon que c'est proposé dans votre grille clinique.
d'écrire un débrief qui est adressé au tuteur et d'écrire un débrief qui est adapté au patient. C'est-à-dire, comment est-ce que j'aurais raconté à mon patient son propre cas clinique avec les bons mots, c'est-à-dire les mots qui soient compréhensibles par lui, mais aussi le champ lexical qui soit adapté à la personnalité que j'avais en face de moi. Est-ce que ça vous évoque des choses? Ça, vous avez déjà dû rencontrer ce type de difficulté? Vous n'allez pas me répondre? Bon, tant pis. En tout cas, nous, on voit ça souvent et vous, peut-être que ça vous évoque des choses personnelles que vous n'avez pas envie de partager. Bon, bref. Mais voilà, la solution de remédiation qu'on peut vous proposer, c'est de passer par l'écrit avec deux types de vocabulaire différents. L'avant-dernière difficulté, c'est là-dessus. Alors là, il s'agit d'Alexandra F face à un jeune pompier de 22 ans. Alors, j'ai volontairement mis une praticienne fille face à un patient homme, même si la plupart du temps, c'est plutôt les praticiens hommes qui sont déstabilisés par des patientes femmes. Donc, ça n'est absolument pas de la considération archaïque de la femme ou de l'homme, bien au contraire. Voilà. Donc, ce patient, 22 ans, pompier, qui consulte pour une douleur mécanique. Alexandra commence son anamnèse avec les yeux sur son écran. Donc, elle fait une anamnèse tout à fait correcte et classique et performante, sauf qu'elle croise à un moment le regard de son patient. Il lui sourit et là, c'est la fin du monde. Donc, à la fin de son anamnèse, elle évoque des hypothèses diagnostiques qui ne sont pas du tout logiques par rapport à ce qu'elle a interrogé à l'anamnèse. Vous la mettez sur la voie d'autres hypothèses diagnostiques pertinentes, vous sortez de la consultation. Au bout de 20 minutes, donc au bout d'un temps très court, elle ressort. Elle vous assure en débrief que oui, c'était tout à fait les érecteurs et que du coup, j'ai juste massé les érecteurs. Elle n'a pas rebooké le patiente parce qu'elle est, oui, bien sûr, elle est sûre que ça va fonctionner et elle a les joues toutes roses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Le coup de cœur. Ouais, ça arrive. Donc, son charme de pompier musclé, oui. Alors, effectivement, en fait, là, c'est ça. En fait, elle a été déstabilisée par le patient qui en fait l'a emmenée sur un autre paysage que le paysage thérapeutique et qui a évoqué chez elle une autre sphère que la sphère professionnelle. Toujours est-il que en fait, du coup, ça a complètement perturbé sa consultation parce qu'elle a été déstabilisée par son patient. Elle essaye de se rattraper au meuble parce que voilà, elle évoque quand même une hypothèse diagnostique très simple pour essayer de s'en sortir. Mais bon, c'est pas du tout l'hypothèse la plus pertinente ni le traitement le plus pertinent. Et du coup, elle ne veut pas revoir ce patient parce qu'elle ne veut pas se reconfronter à ça. Ça, c'est des choses qui arrivent dans ce sens-là ou dans l'autre, mais qui peuvent arriver pour plein d'autres choses, c'est-à-dire des patients qui vous débordent émotionnellement. Ok, des patients qui vous débordent émotionnellement et qui en fait font que vous passez complètement à côté de votre consultation parce que vous êtes emmené dans une sphère et dans une scène qui n'est pas la scène thérapeutique. Donc ça s'appelle un biais de dynamique relationnelle patient-praticien. C'est effectivement un biais de relation patient-praticien.
Donc, quand on est perturbé émotionnellement par le patient, mais pas forcément un patient qui nous fait rougir, mais peut-être un patient qui nous stresse, un patient qui nous agace, un patient qui nous fait peur, un patient qui nous saoule, ce qui arrive souvent en fait en consultation. Là, c'est la relation patient-praticien qui ne se place pas au bon endroit et qui du coup emmène l'étudiant soit sur la minimisation de symptômes, soit l'exagération de symptômes et qui du coup fausse complètement le raisonnement clinique. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider un étudiant quand on voit que c'est en train de partir dans tous les sens dans la relation patient-praticien? Ou qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que c'est en train de partir en live dans vos consultations? Revenir au motif de consultation, donc recadrer la consultation et revenir à des choses théoriques, intellectuelles. Très bien. Voilà, on recentre sur du rationnel, on revient à ses bases, on revient à sa théorie. Alors, il y a aussi des patients qui vont vous chercher dans le sens où ils vont vous confronter un peu à des… En fait, ils vont venir chercher chez vous des choses que vous n'avez pas forcément envie d'évoquer. Je pense à une consultation là que j'ai vue récemment avec un étudiant qui s'est retrouvé face à un patient qui prenait beaucoup de place dans la consultation, chef d'entreprise, qui faisait beaucoup de sport, qui était très sûr de lui et qui s'est retrouvé face à un praticien qui était très doux, très à l'écoute, mais qui du coup, sur lequel il a essayé de prendre le dessus. En fait, le praticien a essayé de prendre le dessus sur le patient. Non, pardon. Le patient a essayé de prendre le dessus sur le praticien. Et en fait, le praticien a été un peu déstabilisé par ça. Et du coup, on en a parlé après ensemble et il m'a dit que ce patient très sportif lui avait dit de toute façon, vous faites pas de sport, etc. Et en l'occurrence, c'était un praticien qui faisait aussi du sport et beaucoup de sport. Et en fait, le fait qu'il lui dise bah, si je maîtrise ce domaine, ça a recadré un petit peu son patient. Et en fait, je lui disais qu'à partir de quand il se passait ça, il fallait réasseoir sa position de thérapeute pour recentrer la consultation dans une relation thérapeutique et de, par exemple, commencer des phrases par en tant que thérapeute ou alors je suis là pour vous soigner. Du coup, voilà ce qui va se passer. En tant que thérapeute, je pense que ça, mais en fait, de recadrer et de recentrer la consultation sur quelque chose de professionnel. Pour vous parler de ma petite expérience, de mon côté, moi, on me demandait souvent, alors un peu moins maintenant, mais on me demandait souvent quel âge j'avais et de quelle était mon année de diplôme, etc. Et là, en fait, le patient vous emmène vers un endroit où il vous enlève un peu votre posture de thérapeute parce que il vous dit quelque part que vous avez l'air jeune pour le soigner, etc. Et en fait, à ce moment-là, je me suis mise à répondre. En fait, je ne répondais pas sur mon âge déjà parce que ça ne les regarde pas. Mais alors, je leur disais juste, en fait, j'ai le diplôme qui permet de vous soigner ou alors j'ai l'âge qui permet de vous soigner. En fait, c'est à vous de recadrer votre patient dans une relation thérapeutique et de le faire revenir à son motif de consultation, à lui et à la relation thérapeutique stable et saine. Ok. Ça, quand on est tuteur et qu'on observe ça, si ça arrive une fois, c'est pas dramatique, on en parle ensemble et en général, la fois d'après, ça passe mieux. Mais quand ça se répète plusieurs fois, là, il faut vraiment que le praticien puisse identifier sa problématique et de la même façon que pour un des premiers biais, puisse aller travailler là-dessus, sur sa posture, sur sa confiance en lui, peut-être même à l'extérieur de l'école avec quelqu'un de compétent dans ce domaine-là. Ok ? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ce serait ce biais dans le cas où un patient nous rappelle par son parcours ou ce qu'il a une expérience perso douloureuse? Alors non, Thomas, en fait, quand ça vous rappelle une expérience douloureuse, c'est, hop, je reviens, c'est un des biais précédents. Voilà, c'est le biais cognitif. C'est-à-dire que, en fait, votre votre raisonnement clinique est perturbé par le fait que vous soyez influencé par quelque chose qui s'est passé dans votre vie récemment, qui du coup perturbe votre raisonnement clinique. Si, en revanche, donc ça c'est si un événement perturbait la situation clinique. Si c'est le patient qui, en revanche, vous rappelle quelqu'un
ou vous rappelle une relation que vous avez déjà eue. Là, ce n'est pas le raisonnement clinique que ça perturbe, mais c'est la relation thérapeutique. Donc, c'est autre chose. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est une situation qui perturbe le raisonnement clinique, soit c'est une personnalité qui perturbe la relation thérapeutique. C'est deux choses différentes. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Je passe au dernier. Si ta problématique est purement physique, par exemple, il fait très jeune et que la remarque revient souvent, que faire? En fait, il faut que vous acceptiez vos failles, entre guillemets, même si ça, en l'occurrence, de faire jeune, ce n'est pas une faille, mais il faut que vous acceptiez vos fragilités, vos failles ou vos sensibilités. Et à partir du moment où vous êtes à l'aise avec ça, le patient sera à l'aise avec ça. En fait, quand un patient vous renvoie à quelque chose chez vous ou essaye de vous traîner dans une situation qui n'est pas confortable pour vous, une relation qui n'est pas confortable pour vous, c'est le fait que vous soyez sûr de vous qui, lui, va le recadrer. Si le patient sent qu'il peut vous déstabiliser, c'est comme un étudiant ou c'est comme un enfant, s'il sent qu'il peut vous déstabiliser, il va foncer dedans directement. S'il sent que vous êtes ancré dans votre corps, ancré dans votre esprit et ancré dans votre affect, il ne pourra pas vous déstabiliser et ça va le recadrer directement. C'est OK pour vous, Mélanie? Donc, il faut identifier ses propres problématiques, les accepter et une fois que vous les aurez acceptées et que vous serez bienveillant avec vous-même par rapport à ça, le patient n'aura d'autre choix que de vous suivre et de lui-même se replacer au bon endroit. Le dernier. Donc là, on est face à un patient de 50 ans qui est prothésiste dentaire, qui a des douleurs occipitales droites, que les massages et les antalgiques soulagent. Il a parfois Du coup, je prends le relais une seconde, puisqu'il y a eu un problème avec l'ordinateur d'Anne-Sophie. Je reviens sur Je suis là. Ah, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est là. Oui, je suis désolée, j'avais plus de piles dans mon truc, ça s'est éteint. Tout va bien. Vas-y, vas-y. Pardon, parce que du coup, j'ai... Pardon. Donc, patient de 50 ans. Attendez, pardon. Voilà, donc vous avez eu le temps de lire l'examen clinique, du coup. Donc, Jennifer G. Maîtrise complètement sa consultation chez ce patient qui vient avec une douleur mécanique. D'un coup, le superviseur rentre et là tout s'effondre. Donc, elle vous fait un débrief complètement décousu sur
Monsieur machin, alors en général, là, vous retournez à votre ordinateur, vous nous bousculez, vous réattrapez votre souris, vous réouvrez Nevastil et tout. Monsieur machin qui consulte pour des maux de tête, mais c'est déjà quoi, c'est un lumbago, il a 60, ah non 50, il est divorcé, mais j'ai une OPTS diagnostique, mais blablabla. Donc en fait, c'est complètement décousu. Elle n'a pas réussi à reproduire la douleur alors que, a priori, donc voilà, elle fait un examen clinique complètement décousu alors que la première partie de sa consultation était plutôt bonne. Et ça, vous vous en rendez compte parce qu'elle fait n'importe quoi, mais pour autant, quand vous regardez sur Nevastid, elle a mis toutes les bonnes hypothèses diagnostiques, donc vous savez qu'elle maîtrisait sa consultation, mais qu'au moment où vous êtes rentré, tout est parti dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jennifer? Voilà, perte de moyens suite à l'arrivée du tuteur, stress. Bon, ça arrive très régulièrement et en fait, c'est souvent les observateurs qui nous le disent parce qu'ils nous disent après discrètement, en fait, ils faisaient des trucs super, mais au moment où vous êtes rentrés, c'est parti dans tous les sens et ça, on le sait parce que parfois, je vous le dis, on écoute, enfin, en tout cas, moi, j'écoute à la porte avant de rentrer dans une consultation de temps en temps et que j'entends très bien ce qui se passe avant et que j'entends ce qui se repasse après. Et même parfois, quand on sort de la consulte, je réécoute à la porte. Et là, je me rends compte que vous changez complètement d'attitude et de biais de communication, etc. Mais c'est bon à savoir, de toute façon, vous ne pourrez pas m'empêcher parce que vous êtes dans votre consultation. Mais en fait, c'est fou le changement qu'il y a entre le moment où, avant qu'on rentre et après qu'on soit rentré, vous êtes complètement différents. Donc, ça s'appelle un biais de dynamique relationnelle étudiant-enseignant, où en fait, c'est l'étudiant qui a toutes les connaissances, mais qui panique au moment de l'entrée du superviseur. Ça, c'est qu'il y a un biais dans la relation pédagogique qui peut être lié à deux choses. Soit une anxiété de performance de l'étudiant, c'est-à-dire l'étudiant qui veut vous montrer qu'il sait, qu'il y arrive, etc. Soit des attentes irréalistes de la part des enseignants. Agathe, donc, merci. Ça, c'est ou des attentes irréalistes de la part de l'enseignant, c'est-à-dire en gros, nous qui nous vous mettons, on vous met trop de pression. Donc, quelle est la solution pour ça? C'est plutôt une solution qui concerne les superviseurs, c'est-à-dire que pour moins vous stresser, il faut qu'on aille plutôt vers l'accompagnement plutôt que vers l'évaluation. Et je sais que c'est très compliqué avec ce contrôle continu parce que vous avez toujours le couperet au-dessus de la tête du rouge ou du vert qu'on va mettre, mais on travaille à d'autres solutions. Et du coup, d'être plutôt dans l'accompagnement de pair à pair, PAIR, c'est-à-dire vous accompagner en tant que professionnel par rapport aux jeunes professionnels que vous êtes, vous mettre en confiance dans la consultation. Et on réfléchit aussi à vous faire passer par des jeux de rôle, ce que je vais sûrement vous faire cette année, où en fait, en cours, vous allez jouer le rôle du superviseur. Et le fait d'inverser les rôles va vous permettre aussi de vous rassurer par rapport à la relation et va vous permettre aussi de prendre de la distance par rapport à l'évaluation. Donc, en fait, le biais dynamique relationnel étudiant-enseignant, c'est plutôt à nous de jouer là-dessus. En tout cas, à vous de savoir qu'on vous fait confiance, mais aussi à nous de vous mettre assez en confiance pour que vous ne perdiez pas vos moyens face à nous. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous, ce biais-là? Oui. Alors, si je récapitule, donc vous avez bien compris, ce sont les 9 difficultés qui peuvent être rencontrées par les étudiants. Pour chacune de ces difficultés, en fait, la conséquence est de fausser le raisonnement clinique et de fausser le diagnostic. Ces 9 difficultés sont liées à 9 problématiques différentes chez les étudiants et donnent lieu à 9 solutions possibles qu'on peut proposer aux étudiants pour les aider à progresser. Donc ça, ce sont les 9 diagnostics pédagogiques qu'on peut poser sur vous, les étudiants. Et ce sont les 9 problématiques qu'on doit vous aider à résoudre ensemble. OK? Voilà la biblio. Hop. Et voilà, merci à tous mes acteurs secrets. Donc, vraiment, c'est avec toute l'affection et l'amour que je leur porte que je me suis permis d'utiliser leur nom. Est-ce que vous avez des questions? Bon.
littérature grise-noire, c'est quoi? Vous ferez la pyramide de la littérature. En fait, la pyramide de la littérature, c'est quels sont, justement en evidence-based medicine, quels sont les différents niveaux de preuve qu'on peut proposer. Et en fait, les différents niveaux de preuve qu'on peut proposer, il y a tout en bas de la pyramide, la littérature noire, entre guillemets, c'est en gros Glamour, Elle et Elle Cuisine, qui vous présentent en fait des articles juste qui sont des avis d'experts. Hop, je vous montre la biblio. Après, au-dessus de ça, il y a non, les avis d'experts sont au-dessus des magazines et des bouquins. Au-dessus de ça, les parutions de livres. Et encore au-dessus de ça, il y a les articles publiés et indexés dans des revues scientifiques et sur des bases de données qui sont en fait le meilleur niveau de preuve disponible. Et en fait, on dit que la littérature grise, c'est un faible niveau de preuve et que la littérature publiée et indexée, c'est un très haut niveau de preuve. Et normalement, quand on vous fait des cours, on doit utiliser le plus haut niveau de preuve possible. Plusieurs biais à la fois. Alors, souvent, vous serez tous, et on a tous été confrontés à tous ces biais, mais sur des consultations différentes. Là où on peut vraiment poser un diagnostic pédagogique, c'est lorsque le biais se répète sur plusieurs consultations. Donc, en fait, vous serez confronté à tous ces biais selon les patients pendant vos études. Mais quand un biais se répète, c'est là où il faut vraiment qu'on puisse vous accompagner. Galit, je pense que c'est prévu de vous envoyer les slides, il me semble. Mais oui, je vous les enverrai. C'est OK pour vous? Pas de questions? Merci beaucoup. Bonne journée à tous.